Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, distinguished guests, it's time for us to l'heure est start venue the pour third nous day of de this démarrer la exciting troisième conference. journée de cette For 2 conférence days, we have been très exploring intéressante the depuis problems space. depuis So 2 jours let's move déjà. on Nous and let's spend today examinons donc le wandering around problème the solutions space. qui se passe, This les plenary session problèmes qui is se going posent. to Et aujourd'hui, consist nous of two allons parts. examiner les solutions first en part, 2 you are volets. going to Tout hear d'abord, vous 3 allez distinguished scholars entendre delivering their keynote 3 speeches. conférenciers. Afterwards, we are Par going la to hear suite, nous 3 aurons not less distinguished scholars 3 in autres a intervenants panel tout aussi debate. éminents et qui We are vont also very participer privileged à to have une table with us ronde. Et nous sommes ravis Jean-François d'avoir parmi Susana nous from Jean-François the Susana organizing committee du who is going comité to be with us organisateur during the qui whole sera à nos session. côtés pendant toute So, cette without session. much further ado, I Sans would plus like to tarder, introduce j'aimerais donc our first demander keynote au speaker. premier In conférencier fact, de venir none of ici our à la 3 tribune et keynote je vais vous le speakers need any présenter en quelques introduction, mots, mais il est vrai but qu'ils se still passent tous allow 3 me a couple of de sentences toute to still introduction et say something présentation. about that. J'aimerais néanmoins Our dire first quelques mots. speaker is Dr. Fatih Birol. Tout d'abord, Monsieur Fatih Dr. Birol starts as the Birol, next executive director of the International prochain Energy directeur Agency in September. exécutif de l'Agence Presently, internationale he pour holds the l'énergie. Il positions entrera en of fonction en chief septembre et economist actuellement il and est director économiste of en global chef energy et directeur economics. de l'économie In this role, énergétique he mondiale. oversees the À ce IEA's titre, flagship il World Energy Outlook supervise publication. la I guess publication many sur of les us have grown perspectives up on this énergétiques publication, both de academically l'AIE. and Je pense perhaps que nous connaissons tous bien many other cette ways, publication. which is Nous l'avons vue recognized à as the l'université most et ailleurs. authoritative source C'est of une publication strategic qui est analysis considérée of comme global une des energy sources markets. qui fait véritablement He has also autorité been member pour ce of qui est the des UN marchés de Secretary General's l'énergie. high-level Il a group fait on partie également du groupe de haut sustainable niveau energy du for secrétaire général all des and was Nations named by Unies Forbes pour l'énergie magazine durable pour among the tous et a most été nommé par le influential magazine people Forbes comme in the world's faisant energy scene. partie des Dr. personnes Birol, les the plus floor is influentes yours. dans le monde de l'énergie. Monsieur Birol, vous avez la parole. So, good morning, ladies and Bonjour, gentlemen. mesdames et messieurs. It's a great pleasure and a privilege to be C'est un invited grand plaisir et un here privilège today. d'être ici parmi vous aujourd'hui. As you may have understood, Vous l'avez peut-être we are compris, an energy organization. nous sommes une organisation So I will axée try sur to l'énergie. Provide our perspective Je vais on donc climate vous faire change part de notre point de vue from, sur le changement the, climatique et energy cela angle. sous l'angle de And my l'énergie. brief remarks will be based Ma on brève présentation a report se we fondera sur published un rapport 2 que weeks nous avons ago, publié il y a Energy 2 and Climate semaines, Change, Énergie et changement which can be climatique, downloaded, que vous in, pouvez the web, télécharger freely in our IEA's website. sur notre site internet. So, when we look at the current picture, we all know Lorsque that nous this observons beautiful la city of situation Paris actuelle, nous will savons be a tous que host cette to a belle ville de extremely Paris va critical meeting accueillir for une all réunion of tout us. à fait essentielle pour nous And we tous. have less than 6 months for Et this il nous reste meeting. moins de 6 mois And avant when que we look at cette the réunion ne momentum, se tienne. The political momentum, Et il y aura I alors see un rather élan politique. optimistic signs. Et First of nous all, sommes relativement The optimistes à two cet égard. largest emitters, Tout d'abord, US and China, les which 2 make plus gros close to half émetteurs, of the global ceux qui produisent le CO2 plus emissions, d'émissions, les had an États-Unis historical et agreement la last Chine, November, and sont both parvenus of à the un accord countries historique en made novembre their dernier. pledges in Et ces line 2 with that pays announcement. I think ont more than the effectivement pris numbers, des engagements. the political ambition Au-delà of des the chiffres, President Xi and President Obama les ambitions gives us politiques du président some Xi et du right président to be hopeful. Obama nous But of course, donnent des one raisons of the d'espérer. champions of fighting against climate Mais change was effectivement, EU. The EU 2030 target l'UE with a est chef de very file dans la ambitious lutte plan contre le was very changement important. climatique. Les These three cibles du important plan blocks, 2030 de US, l'UE China sont and très importantes. EU, Donc ces 3 political blocs move importants, from les there États-Unis, is la Chine very et important. l'UE, bien, participent à un And élan another politique reason très to be important. hopeful is that Et une autre raison unlike qui the nous previous amène à attempts, espérer, c'est que à la such différence as des Kyoto, I have tentatives colleagues here who follow the Kyoto précédentes, alors j'ai des meeting collègues very ici closely. qui ont suivi de très près les réunions de We have Kyoto. now both developed and Nous avons developing countries maintenant are les making pays commitments, développés et les pays highlighting the développement qui prennent des very global engagements, nature of the ce challenge qui met we bien en are exergue facing le today. caractère tout à fait mondial du défi auquel And nous faisons also, face aujourd'hui.
energy companies, Par ailleurs, les sociétés which are énergétiques at the heart of the equation. qui sont au cœur même de cette Because most équation, of the investments for parce que energy la plupart des infrastructure investissements is pour carried out l'infrastructure by the energy énergétique companies. sont réalisés par We ces see sociétés some move énergétiques. from Et the là, energy nous companies constatons une évolution de la part in de the ces direction sociétés of sustainable development qui and making the s'orientent investments vers un accordingly. développement durable et procèdent aux investissements It is dans not ce at the level sens, that we would like to mais see. pas encore au niveau qu'on souhaiterait voir. My humble advice to the energy En companies toute today humilité, ce que je is dirais aux that sociétés if énergétiques they aujourd'hui, think c'est que si that their elles businesses, pensent que whatever energy business they do, leurs activités, their quelles que soient businesses leurs are activités immune to the impact of climate énergétiques, policy, que leurs they are activités making a sont à strategical l'abri mistake. des impacts des Any energy politiques company in the world, climatiques, eh bien, elles se trompent. whatever they do, Toutes les oil, sociétés gas, énergétiques renewables, aujourd'hui, efficiency, qu'il coal, s'agisse whatever they do, d'énergie renouvelable, du climate gaz, du policies pétrole, will du impact charbon, eh bien, il their faut bien qu'elles soient businesses. conscientes que So, in les order to politiques not sur to le make climat auront une wrong incidence sur leurs activités. decisions, Donc, afin de ne pas prendre des décisions investment erronées decisions, en in matière terms of d'investissement, making investments pour faire en sorte which may également not que bring the les right returns, investissements or in terms of missing effectivement investment soient opportunities, appropriés pour ne businesses pas may rater need to des take opportunités the climate d'investissement. policy Ces and their impact sociétés for their vont businesses devoir more tenir seriously, compte I believe. davantage, je pense, des politiques So sur why le do climat we, as et the de leur impact sur International leurs Energy activités. Agency, come with a Alors, proposal l'Agence for the COP meeting that I internationale will de outline at the end of my l'énergie, time? effectivement, Because, very simple, pourquoi, donc, comment nous nous energy positionnons production, par rapport à la the energy COP? sector Eh bien, le are secteur de responsible l'énergie about est 2/3 of the responsable de emissions. 2 tiers This des is our émissions. responsibility. C'est donc là notre find a responsabilité solution que de to the trouver climate problem une by solution aux pushing problèmes forward the energy climatiques policies which en would help to appuyant address des politiques this very énergétiques serious, qui threat. contribueront à In other words, atténuer cette menace without très solving the importante. problem in the energy Donc, sector, si l'on ne we have résout no pas le chance, problème dans le I secteur believe, énergétique, je pense to que nous n'aurons address the aucune climate change possibilité de But we, répondre as aux the problèmes IEA, climatiques. we are also Mais l'AIE aware that the est climate également bien change is consciente du fait one of que the le most changement important components climatique of the est l'une des energy composantes world les today, plus but it is importantes not the only one. des activités The sur other l'énergie preoccupations of aujourd'hui. the Mais ça n'est energy pas la decision seule makers, and préoccupation rightly des so, décideurs dans le secteur ranging from boosting the énergétique. economic growth, energy is Effectivement, very important for economic la growth. croissance Energy économique security being a repose dans major une preoccupation in grande many countries, mesure and sur as we have l'énergie, been la sécurité highlighting since énergétique. C'est a important decade, aussi. Et comme nous le the disons energy depuis access, une décennie également, 1.2 billion l'accès à people having no l'énergie. access to electricity 1,2 is milliard another de concern, and personnes n'ont they pas accès à all need to l'électricité. be C'est taken également une together. préoccupation et tous ces éléments doivent Now, être I am talking pris about en the compte de concert. optimistic, signals in terms Alors, of je the, parlais de political certains momentum. signaux And there is one optimistes other pour ce qui est de l'élan politique, mais il y a aussi un signal, autre or signal, data, which makes me hopeful, une autre donnée which qui we published, nous donne des raisons d'espérer. I think, 2 months ago, Et which ça, is the ça a été following. publié il y a 2 mois de cela, je In crois. the last 4 decades, Au cours des 4 almost dernières 40 years, we have the décennies, good data donc of près de 40 energy-related ans, CO2 on a emissions. donc des For données the first solides time, sur ladies and gentlemen, les last year, émissions de CO2 liées à carbon dioxide l'énergie. Pour emissions la did première not fois, increase, l'année dernière, even les though émissions de the global CO2 economy liées à l'énergie grew. n'ont pas donc Last augmenté year, en dépit we de la have croissance seen de that the l'économie. CO2 emissions On were a at pu the voir level que of les the émissions de previous CO2 year, étaient even au niveau though de l'année précédente, world economy alors increased même over que l'économie mondiale 3%. avait connu une croissance de plus de In the 3%. history, we have seen only 3 times that Par the le passé, CO2 emissions did cela not ne s'est increase, produit que but they 3 were fois, all as a result of the lorsqu'il n'y recession, avait donc what pas we have seen in the global d'augmentation economy. This is mainly des as a émissions de result of CO2, mais ça 3 c'était du fait important, d'une drivers. récession There are many of them, économique. but 3 are important. Il y a 3 Renewable facteurs energies qui expliquent making ce a phénomène. big move. Les énergies About renouvelables ont 50% beaucoup of all progressé, new power plants environ come on stream in 50% 2014 de toutes les worldwide nouvelles was centrales renewable energies. activées 50% renewables, utilisaient 50% des énergies all others put renouvelables. together, coal, oil, gas, 50% nuclear, par rapport à and toutes les others. autres, hein, charbon, Second, nucléaire, gaz, efficiency etc. policies, which were Ensuite, being les pushed politiques by en matière several d'efficacité, governments since few appuyées et years, promues they are par un bearing certain fruits, nombre de gouvernements especially ces energy dernières efficiency. années, And the bien, third one is portent leurs China. fruits. Et ensuite, Chinese la coal Chine, consumption since la consommation many de years, for the charbon first time,
en Chine, pour la première fois depuis de nombreuses années, a baissé et cela a permis effectivement de faire en sorte que les émissions de CO2 n'augmentent pas pour la première fois depuis de nombreuses années. Et nous en arrivons maintenant à Paris, cette réunion très importante. Et autre élément très positif pour Paris, c'est que la différence d'autres réunions internationales, tous les pays, pour autant que je sache, sont d'accord pour affirmer que le changement climatique est une menace mondiale. Voilà. Mais la question qui se pose, je pense que, effectivement, ce qui pourrait faire obstacle à un accord qui nous permettrait de communiquer les bons signaux, ce sera de savoir qui va faire quoi. Alors, effectivement, on ne discute plus de la question de savoir si le changement climatique est un problème important. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir qui va faire quoi. Et le problème, en fait, résulte effectivement de ce que nous voyons ici, c'est-à-dire que lorsqu'on se penche sur les émissions passées qui ont encore une incidence sur le changement climatique, eh bien, les pays développés, ce qu'on appelle les pays de l'OCDE, ont été responsables d'environ 2/3 de ces émissions. C'est une grosse responsabilité, là, et il faut l'admettre. Mais qu'en est-il de l'avenir? Là, on voit que les pays en développement vont émettre énormément de carbone dans l'atmosphère s'il n'y a pas de changement dans leur politique. Je vous ai parlé de l'évolution positive en Chine, mais si la Chine, effectivement, ne changeait pas de politique, comme cela est indiqué dans les CDPN, eh bien, effectivement, avec ces émissions, ça pourrait représenter l'équivalent donc de ce qu'on verrait aux États-Unis, en Europe, etc. Mais effectivement, on voit ici que quelle est la répartition des émissions pour l'avenir. Le point de départ, donc, pour ce qui est des responsabilités, n'est pas très clair à ce stade. Ce que nous avons fait dans notre rapport, c'est que nous avons dit, eh bien, effectivement, bon nombre de pays ont pris des engagements dans le cadre des CPDN. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le monde et pour le monde de l'énergie? Alors, pour ce qui est des pays qui ont formulé ces contributions prévues déterminées au niveau national, c'est tout à fait encourageant. Tout d'abord, en termes de participation, les pays en développement, comme le Gabon, l'Éthiopie, le Maroc, le Mexique, et puis la Russie, les États-Unis, donc cela couvre un grand nombre de pays. Et ensemble, donc, plus de 2/3 des émissions actuelles sont couvertes dans le cadre des CPDN. Et les autres pays donnent des signaux dans ce sens. Et dans l'ensemble, on peut voir que est-ce que ces CPDN vont changer le monde de l'énergie ou non? En tout cas, notre réponse est oui. Même si certains d'entre nous pensent que ces CPDN sont relativement modestes dans certains cas, ça aura une incidence concrète sur le secteur énergétique. En 2030, mesdames et messieurs, un quart environ de l'énergie mondiale viendra de sources d'énergie propres. Et ce qui est plus important encore, c'est que les améliorations dans l'efficacité énergétique vont s'accélérer par un facteur de 3 par rapport aux tendances passées et actuelles. Très bonne nouvelle. 60% environ des nouvelles centrales électriques utiliseront des énergies renouvelables, essentiellement éoliennes, solaires et l'énergie hydroélectrique. Et la Chine sera chef de file pour ce qui est de l'énergie solaire et hydroélectrique. Qu'en est-il des combustibles fossiles? On voit que dans le cadre des CPDN, eh bien, on constate une réduction et une certaine augmentation de la part du gaz naturel, mais l'impact le plus fort se fait sentir sur le charbon, surtout dans les pays de l'OCDE, États-Unis, Japon, UE, où l'on constate aussi un très fort ralentissement et également en Inde et en Chine. Donc cela permet au monde de l'énergie d'évoluer de façon plus durable. Est-ce que ça va suffire? Non.
mais c'est néanmoins une bonne progression. Et pour ce qui est des émissions de CO2, on voit que cela pourra donner un bon signal au cours des 15 prochaines années, en espérant par ailleurs que cela permettra d'avoir l'élan politique nécessaire, mais cela ne nous amènera pas à la cible de 2 degrés dont on a tant besoin. Par conséquent, et ça ce sera donc ma dernière diapositive, l'AIE formule 4 en fait demandes pour Paris pour ce qui est du secteur énergétique. Car je pense qu'un accord à Paris, si on obtient un accord, ne comprend pas en son cœur même le secteur énergétique, cet accord pourrait échouer compte tenu des chiffres liés aux émissions émanant du secteur énergétique. Donc, qu'est-ce que nous voulons à l'Agence internationale de l'énergie? Qu'est-ce que nous attendons de Paris? 4 points que nous souhaiterions retrouver dans l'accord. Tout d'abord, nous souhaiterions que il y ait des accords donc sur le plan des politiques dans le texte afin que le pic des émissions se situe autour de 2020. Ce sera la seule façon de tenir les objectifs pour le climat à l'avenir, y compris d'ailleurs ce seuil de 2 degrés ou en deçà. Deuxième point, le secteur énergétique connaît constamment des évolutions technologiques et ces engagements, ces CPDN devraient être révisés tous les 5 ans afin qu'on sache exactement où on en est pour ce qui est des engagements, qu'on puisse voir si on peut réviser nos engagements à la lueur des évolutions technologiques. Il y a 5 ans de cela, mesdames et messieurs, le coût de l'énergie solaire était 4 fois supérieur au coût actuel. Peut-être que dans 5 ans, l'énergie solaire ou toute autre technologie pourrait être une option tout à fait viable et les pays pourraient en tenir compte et pourraient souhaiter réviser leur CPDN. Nous pensons donc que les engagements dans le cadre des CPDN doivent être revus tous les 5 ans. Troisième point, nous avons besoin d'une cible. 2 degrés, c'est important, c'est clair, mais il faut aussi, par ailleurs, pour le secteur énergétique, une cible concrète pour ce qui est de la réduction des émissions. Nous souhaiterions, dans le secteur énergétique, qu'on voit pour l'année X, les émissions mondiales devraient être réduites de Y. Cela, effectivement, donnerait un signal clair au secteur énergétique. Et ce n'est qu'ainsi que les décisions d'investissement pourront suivre les bons canaux et il faut aussi donc ainsi avoir des orientations pour les investissements qui vont devoir être effectués. Et le quatrième point, quatrième demande de l'Agence internationale de l'énergie, c'est que nous souhaiterions opérer un suivi de ce qui se produit dans le secteur énergétique dans chaque pays. Donc, les émissions des centrales électriques, par exemple, les normes en matière d'efficacité énergétique, les émissions résultant des voitures dans chaque pays. On pourrait donc élaborer une matrice, il y a un grand nombre d'indicateurs et la performance de chaque pays devrait faire l'objet d'un suivi et être publiée de façon transparente. Ainsi, on pourra s'assurer que les pays avancent dans le bon sens, où on pourra déterminer si les orientations ne sont pas les bonnes. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas confiance au gouvernement, nous faisons confiance au gouvernement, à la plupart du moins, mais nous voulons nous assurer qu'effectivement, ils font du bon travail, avancent dans le bon sens et cela doit pouvoir être observé par tous les autres pays. En résumé, mesdames et messieurs, il y a donc cet élan politique qui est tout à fait encourageant. Il y a des données qui viennent du secteur énergétique qui sont encourageantes.
mais elles ne sont pas suffisamment solides pour nous amener à estimer qu'on parviendra à l'accord dont on a besoin à Paris. Le secteur de l'énergie doit donc être très actif, très vigilant pour obtenir le bon signal de Paris, afin que les investissements actuels et les investissements pour les années à venir soient réalisés dans le bon sens et que cela ne nuise pas à notre avenir. Merci à tous, merci pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup de cette intervention très motivante. Et voyons maintenant d'autres points de vue scientifiques. Notre orateur suivant est le professeur Ottmar Edenhofer. Il est directeur adjoint et chef économiste à l'Institut Potsdam pour la recherche sur l'impact du climat. Il est également à l'Institut Mercatori sur le changement climatique. De plus, il est professeur d'économie du changement climatique à l'Institut de technologie de Berlin et il conseille la Banque mondiale sur la plateforme Croissance verte. En 2015, il a été élu membre de l'Académie des sciences et de l'ingénierie d'Allemagne suite à ses grands succès scientifiques. Le docteur Edenhofer a participé au groupe de travail pour la 5e évaluation du GIEC. Il a beaucoup de publications et ce dans beaucoup de publications de haut rang. Il a également publié plusieurs ouvrages. Ottmar, vous avez la parole. Thank you very much, Diana. Thank you very much, ladies and gentlemen. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. J'ai essayé de répartir les tâches entre Fatih et moi-même. Fatih a été assez optimiste aujourd'hui et en tant qu'économiste, je représente plutôt le côté pessimiste. Mais puisque j'ai également un diplôme de théologie, il y aura un saupoudrage d'optimisme néanmoins. Mais voyons déjà quelle est la situation. L'information la plus déprimante est que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter avec un taux de croissance accru au cours des 10 dernières années. Nous avons donc essayé au GIEC de voir quelles en étaient les raisons. Pourquoi cette augmentation d'émissions qui se poursuit? Et nous avons répartit ces émissions en 4 composantes: croissance économique, population, intensité énergétique et intensité de carbone. Et l'on voit ici que malgré les mouvements remarquables dans le sens de l'efficacité énergétique, tout cela a été dépassé par la croissance économique, la croissance de la population et au cours des 10 dernières années, c'est la croissance économique qui a joué un rôle prépondérant. Par ailleurs, il y a un autre point, c'est l'augmentation de l'intensité de carbone. Il n'y a pas eu de décarbonisation, mais plutôt un mouvement vers le carbone. Donc, nous avons publié un papier dans les publications de l'Académie des sciences pour donner un peu le détail de tout cela. Alors, ce que vous voyez, c'est que
tout cela cadre avec ce qui a été fait au GIEC. La croissance économique est le facteur le plus important. Nous avons vu des gains substantiels en efficacité énergétique, mais malgré le secteur des renouvelables qui a contribué de manière significative, nous voyons aujourd'hui une intensité de carbone telle aujourd'hui qu'elle a supplanté le succès des renouvelables. Et donc, il y a maintenant un choix pour le carbone du fait de la disponibilité et des prix intéressants du charbon. Et tout cela pèse sur le système. Voici une comparaison entre tous les pays et en particulier une analyse détaillée des pays non annexes 1. Et ce que l'on voit, c'est que dans le scénario business as usual, les données empiriques sont déjà au-dessus des scénarios les plus pessimistes. On voit la part du charbon par rapport à l'énergie primaire totale. Et tout cela est très significatif parce que beaucoup ont accusé les auteurs des scénarios, surtout le GIEC, d'avoir exagéré dans leur scénario business as usual l'importance du charbon. Mais ce n'est pas le cas pour les pays non annexes 1. De plus, il est très inquiétant de noter aujourd'hui une carbonisation particulièrement marquée en Afrique. Dans les pays les plus riches, le Congo, le Bénin, l'Angola, par exemple, on voit une croissance économique significative. On voit également une augmentation en moyenne des émissions. Et l'on voit que dans nombre de ces pays, on voit de forts investissements dans le charbon, du moins pour ce qui est de la construction. Les 6 pays de l'Afrique subsaharienne sont parmi les émetteurs d'émissions les plus qui connaissent la croissance la plus rapide. Et le charbon commence à intéresser de plus en plus également dans les pays qui ne disposent pas de réserves de charbon. Et donc un marché du charbon au plan mondial qui est en croissance. Alors voici le scénario business as usual. Alors, quels sont nos objectifs? La communauté mondiale s'est engagée à limiter l'augmentation de la température à 2 degrés. Ce que nous dit le GIEC peut être traduit en un budget. À gauche, vous avez 1000 gigatonnes de CO2 et on peut traduire cela en profil de réduction d'émissions d'ici au milieu du siècle à hauteur de 40 à 70%. Et il y a là des incertitudes technologiques, notamment pour ce qui est de la disponibilité de techniques de suppression du CO2. C'est un débat, je le sais, c'est un débat important, car ce que cela indique, c'est que les politiques avec des cibles de stabilisation basse ne peuvent plus décarboniser le secteur de l'énergie. C'est un changement également d'utilisation des sols que nous, humains, avons mis en place. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les différents secteurs? Ici, vous voyez les contributions aux émissions des différents secteurs, utilisation des sols, électricité, transport, bâtiments, industrie. Donc, voici les contributions des différents secteurs par rapport à ces objectifs fixés. Et ça, c'est une histoire que nous connaissons. Le secteur énergétique doit contribuer à la stratégie
stratégie de décarbonisation de manière importante. Et il faut bien comprendre que lorsqu'il s'agit de captage et de stockage et que cela n'est pas possible ou que c'est trop risqué, c'est le secteur de l'utilisation des sols qui doit prendre la main, notamment avec des programmes d'afforestation. Donc, il faut des instruments de politique qui s'intéressent à l'utilisation des sols afin de mettre en place des synergies entre protection climatique, sécurité alimentaire et biodiversité. Et le plus fort potentiel de réduire le coût de l'atténuation doit tenir compte de ces technologies de capture et de stockage. Mais une mise en garde, lorsque nous parlons d'émissions, de technologies réduisant les émissions, ces stratégies ne peuvent pas, avec le scénario actuel, espérer que les technologies d'ici 2050 pourront résoudre le problème. Ces technologies ne pourront jouer qu'un rôle complémentaire lorsqu'elles seront une partie d'une grande stratégie d'atténuation qui inclut tout l'éventail du portefeuille de stabilisation. Alors, j'ai beaucoup de diapositives intéressantes, mais je vais manquer de temps. Je vais donc vous dire ce qu'il en est. Étant donné le manque de technologie, les retards d'atténuation comportent des risques. Ce n'est pas simplement une question de réduction des émissions pour les générations à venir, mais il faut également une augmentation considérable des technologies à faible carbone. Et là également, il y a des risques sous-jacents. Et donc, il faudrait commencer dès à présent à penser en termes d'atténuation pour elles également. Donc, les diapositives, je n'aurai pas le temps de vous les commenter, mais je vous propose de les parcourir sur Internet. Alors, voyons un petit peu quels sont les fondamentaux de l'économie de l'atténuation. J'aime beaucoup cette diaposition. Je vous ai dit qu'il restait 1000 gigatonnes de CO2 qui reste si l'on veut s'en tenir au scénario des 2 degrés. Mais nous avons 15 000 gigatonnes de CO2 sous la Terre. Alors, lorsque le captage et le stockage sont possibles, financièrement également, cela veut dire que 70% du charbon, un tiers du pétrole, un tiers du gaz devront rester enfouis. Si le captage et le stockage ne sont pas possibles, ces chiffres passent à 90% pour le charbon et 60% pour le pétrole et le gaz. Alors, quelles sont les implications de cela? Cela veut dire économiquement, c'est que les politiques en matière de climat évaluent les actifs des propriétaires du charbon, du pétrole et du gaz. Et c'est peut-être pour cela que les institutions telles que le GIEC ne leur plaisent pas beaucoup. Alors, comment aborder ce problème? On peut tout d'abord croire au miracle. Je suis un catholique et je crois au miracle. Mais je ne vais pas m'appuyer sur cette foi. Alors, quel serait ce miracle? Le miracle serait que demain, le coût de l'électricité éolienne tombe bien en deçà des coûts d'extraction du pétrole. Ce sera peut-être vrai dans quelques décennies, mais je ne pense pas que cela puisse être le cas dès demain, et donc il ne faut pas compter sur ce genre de choses. Deuxième possibilité, ceux qui sont propriétaires des combustibles fossiles se voient dédommagés s'ils laissent enfouies les réserves. Alors évidemment, cela a des conséquences également. Et de plus, cela crée
chez eux une raison d'explorer plus avant. Alors je ne vois qu'une possibilité et il s'agit là du prix du CO2. Et il faut que cela reflète cette pénurie du XXIe siècle qui est celle de l'espace limité de l'atmosphère. Alors, fixer le prix du carbone n'est pas suffisant, mais c'est une condition indispensable pour toute politique en matière de climat. Mais si vous demandez aux ministres de mettre cela en place, la réponse de ces ministres est nous ne voulons pas de suicide politique. La plupart d'entre eux pensent qu'il s'agit là de quelque chose de très risqué. Et pourquoi? Eh bien, moi, je pense que c'est le cas parce que peu de gens savent quel est le gros avantage de ce système. Cet avantage est que l'on peut en tirer des revenus. Et la question, à mon avis, qu'il faut se poser est celle de savoir ce qui est le plus efficace. Quel est le moyen socialement le plus souhaitable pour utiliser ces revenus? Eh bien, ces revenus peuvent servir à combattre la pauvreté et pour atteindre les objectifs du développement durable. On pense à l'accès à l'eau, à l'électricité propre, à l'éducation. C'est quelque chose qui aide certes les pauvres, mais qui fait beaucoup de bien à nos économies également. Nous avons fait des calculs grossiers montrant que si les subventions étaient arrêtées, beaucoup de parties du monde pourraient avoir accès à l'eau propre et à l'électricité propre. Donc, si ces subventions accordées aux combustibles fossiles disparaissaient, suffirait à financer tous ces investissements en infrastructure. Et si l'on commence avec une fixation modérée de prix du CO2, notamment en Afrique, parce qu'en Afrique, nous voyons de plus en plus d'investissements lourds dans le charbon. Il est tout à fait essentiel que ces prix du carbone puissent être mis en œuvre qui permettent également de réduire les inégalités et de combattre la pauvreté. Et c'est une possibilité réelle. Et il faut bien le comprendre. Ailleurs dans le monde, ce type de revenu pourrait servir à réduire d'autres systèmes fiscaux qui entraînent des distorsions ou de réduire la dette publique. Alors, pour résumer, au départ, je vous expliquais que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Nous continuons à carboniser nos économies. Ensuite, j'ai cherché à démontrer que 1000 gigatonnes qui restent et que l'on peut disperser dans l'atmosphère, cela constitue un objectif très contraignant. Il faut donc très rapidement se tourner vers la décarbonisation. Alors, je pense que le gros problème n'est pas la technologie, ni même le coût macroéconomique. Parce que pour sauver la planète, ce n'est pas un coût énorme. Mais le défi est le défi institutionnel. Mettre en place un prix du carbone
Il y a beaucoup de raisons dans bien des pays aujourd'hui pour mettre cela en place, même si on ne s'intéresse pas seulement au changement climatique, mais simplement au financement des objectifs du développement durable. Et j'espère que Paris pourra émettre un signal fort et qu'à ce niveau international, nous commencions à négocier ces prix du carbone. Alors, je ne dis pas que cela suffira en soi. Il faudra bien d'autres politiques, mais sans le prix du carbone, la fixation du prix du carbone, je ne pense pas que nous pourrons faire face à cette nouvelle renaissance du charbon. Enfin, je vous dirais que la fixation du prix du carbone nous aiderait à résoudre le problème climatique, mais également de résoudre le problème de la pauvreté. Si nous échouons d'un côté, nous échouerons de l'autre. Ici, nous avons la possibilité de réussir sur les deux fronts. Cette possibilité existe et nous devons prendre les décisions qui s'imposent. Je vous remercie. Merci pour cette présentation extrêmement intéressante. Et nous apprécions le fait que vous ayez conclu aussi sur quelques réflexions positives et optimistes. L'atténuation, même si nous réussissons, ne pourra pas résoudre le problème dans son intégralité. Il y a déjà eu un réchauffement climatique avec un certain nombre d'impacts et nous avons passé cela en revue au cours des 2 derniers jours. Nous avons donc aussi besoin d'adaptation parmi les solutions. Je vous propose donc d'entendre une dernière intervention sur cette question. Et nous avons le privilège d'avoir parmi nous le professeur Solomon Hook qui va nous présenter la question de l'adaptation. Il est directeur du Centre international pour le changement climatique et le développement au sein de l'Université indépendante du Bangladesh. Avant d'être professeur dans ce centre, il dirigeait le programme de changement climatique à l'Institut international pour l'environnement et le développement à Londres, au Royaume-Uni. Il est coprésident du comité de pilotage scientifique du programme mondial sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation. Et il a été auteur, coordinateur sur l'adaptation au changement climatique dans les 3e, 4e et 5e rapports d'évaluation du GIEC. Il est expert de l'adaptation au changement climatique. Professeur Hook, vous avez la parole. Merci beaucoup, Diana, et bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord dire que ceux d'entre vous qui adorent les PowerPoint, eh bien non, il va falloir vous en passer. Je suis absolument désolée. Vous allez devoir faire sans, vous allez devoir m'écouter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter certaines réflexions tout à fait personnelles qui me permettront de faire le point en ce qui concerne les solutions en matière d'adaptation et la science de l'adaptation. Et j'aimerais d'abord rappeler une discussion, un débat qui ont eu lieu il y a 5 ans au cours de la première conférence scientifique sur l'adaptation qui s'était tenue en Australie, sur la Gold Coast, où Neil Hadger, un professeur qui est également un éminent expert sur l'adaptation à l'Université d'Exeter et auteur principal du GIEC depuis de nombreuses années, nous avons eu un débat. La question c'était, est-ce que la science de l'adaptation est une science séparée ? Et il disait non, eh bien, c'est simplement une science habituelle, science naturelle, science sociale, etc. Et cela suffit. Et moi, j'ai fait valoir que ça n'était peut-être pas encore une science, mais que c'était une science en devenir. Et que dans 10 ans, ce serait une science.
Et j'affirmerai maintenant que 5 ans plus tard, eh bien oui, c'est une science jeune, c'est vrai, mais une science. Et les présentations au cours de cette conférence, les posters de la conférence montrent bien, à mon sens, qu'il s'agit effectivement de toute une série d'activités entreprises sur l'adaptation au changement climatique, entreprises partout dans le monde, et que nous suivons une courbe de connaissances très rapide pour ce qui est de développer notre compréhension de ce domaine. Et je vais m'appuyer sur le rapport d'évaluation du GIEC en tant que marqueur ou indicateur de cela. Le premier rapport qui a été publié il y a 25 ans de cela, en 1990, il s'agissait de celui du groupe de travail 2 sur la vulnérabilité, les impacts et l'adaptation, se focalisait sur l'impact, sur la base de modèles, quel serait l'avenir en fonction des différents scénarios du changement climatique jusqu'à 2050, 2080. 2100. Et vous connaissez bien les cartes du monde qui deviennent plus rouges ou plus marrons à mesure que le temps passe. Voilà les impacts du changement climatique. Et cela a permis d'alerter le monde en ce qui concernait le problème du changement climatique et la nécessité d'agir. Quelques années plus tard, lors du deuxième rapport d'évaluation, on avait une meilleure modélisation des impacts, mais on s'est aussi davantage penché sur les vulnérabilités, c'est-à-dire sur le terrain. Donc, d'un modèle du haut vers le bas d'impact, on observait une région telle que les Pays-Bas et le Bangladesh, et ça semblait très similaire. Mais quand vous rendez dans ces deux pays, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Aux Pays-Bas, il y a une grande puissance économique, des technologies. Ils peuvent construire des protections pour leur population, alors que ce n'est pas le cas au Bangladesh. Donc, les vulnérabilités sous-jacentes des nations, des communautés, des lieux, des villes, cela devait désormais être pris en compte si l'on voulait pouvoir remédier aux problèmes. La deuxième génération, donc, s'est concentrée sur une évaluation de vulnérabilité du bas vers le haut combinée à une évaluation d'impact. Ce n'est que dans le troisième rapport d'évaluation du GIEC qu'on a commencé à traiter de l'adaptation. Et c'était simplement une partie d'un chapitre, et c'est à ce moment-là que j'ai participé aux travaux du GIEC en tant qu'auteur principal. C'était pour le chapitre 18, où on parlait de l'adaptation. Dans le quatrième rapport d'évaluation, cela est devenu central. Il y a eu 2 chapitres sur l'adaptation. J'ai été auteur principal coordinateur de l'un de ces chapitres. Et dans le 5e rapport, il y a 4 chapitres. Dans le 14, 15, 16 et 17 du groupe de travail numéro 2. Et je vais vous faire une brève description. D'abord, il s'agit de la planification pour le 14. Pour le 15, il s'agit de la mise en œuvre de l'adaptation. Pour le chapitre 16, c'est limiter les obstacles à l'adaptation parce qu'on ne peut pas s'adapter à tout. Et le chapitre 17 traite de l'économie de l'adaptation. Et cela peut être onéreux, c'est vrai. Mais cela vous montre comment la littérature s'est développée et comment, effectivement, la communauté des décideurs s'intéresse davantage à la question de l'adaptation. Je vais faire valoir ici également que lorsqu'on passe ces évaluations d'impact et de vulnérabilité, qui essentiellement sont des analyses du problème, et lorsqu'on s'améliore pour ce qui est d'analyser le problème et qu'on passe à l'adaptation, eh bien, il y a un changement progressif vers les solutions, et c'est exactement ce dont on traite ici aujourd'hui. L'adaptation, il s'agit là de résoudre le problème, pas seulement de l'étudier. Et cela m'amène à mon deuxième argument, c'est-à-dire que notre connaissance de l'adaptation va évoluer en conjuguant la pratique et l'apprentissage. Il s'agit donc d'apprendre en faisant, d'apprendre sur le tas. On doit faire des choses, en tirer des enseignements et peut-être procéder différemment et mieux dans la phase suivante. Et sur une échelle par segment de 5 ans. Et cela correspond bien aussi au processus d'ailleurs de révision des CPDN. Donc, on évalue ce qu'on a fait en matière d'adaptation tous les 5 ans et ainsi on peut planifier le processus suivant. J'aimerais mentionner aussi donc l'évolution de la communauté scientifique dans le domaine de l'adaptation. Alors, j'ai mentionné la première conférence internationale sur les sciences de l'adaptation, l'avenir de l'adaptation en Australie. Depuis lors,
Nous avons organisé cette conférence sur les 2 ans avec l'appui de Provia, le programme mondial sur les vulnérabilités, l'impact et l'adaptation. Nous avons tenu notre 2e conférence aux États-Unis, en Arizona, en 2012, et la 3e récemment, en 2014, à Fortaleza, au Brésil. Et en général, nous avons 600 ou 700 participants, essentiellement des chercheurs qui travaillent sur l'adaptation. La prochaine conférence, si ça vous intéresse, se tiendra à Rotterdam, aux Pays-Bas, du 14 au 16 mai. Et la thématique retenue, c'est également les solutions. Donc, passer de l'étude d'un problème au fait donc d'apporter des solutions au problème et de tirer des enseignements de ces solutions au problème. Et nous en arrivons donc très rapidement à cet espace solution. Même si c'est une science très jeune, j'aimerais évoquer un certain nombre d'aspects dans lesquels nous avons progressé. Tout d'abord, la dimension de l'échelle. En général, on considère que l'adaptation est très localisée, spécifique au contexte. Chaque lieu a ses propres vulnérabilités, la population a ses propres vulnérabilités, et les solutions devront être prises au niveau local. Cela reste vrai à l'échelle locale et nationale. Mais il y a également des dimensions plus vastes, des écosystèmes qui présentent des similitudes, des grands deltas, comme celui du Gange, du Nil, enfin, et les autres grands deltas de par le monde, et les écosystèmes montagneux élevés, les écosystèmes des terres arides. En fait, on retrouve là un certain nombre de points communs au sein d'écosystèmes, et d'un continent à l'autre, on peut voir comment tirer des enseignements de l'adaptation. Et à l'échelle mondiale, il y a une autre dimension. Il s'agit de la migration de personnes d'un lieu où ils ne pourront plus résider, les îles au niveau de la mer, notamment dans le Pacifique, et cela va poser un problème mondial qu'on n'a pas connu précédemment. Ce sera aussi une question d'adaptation. Il faudra que les populations se déplacent. Et puis, il y a d'autres dimensions encore. Et à titre conceptuel, et c'est ce que je souhaiterais évoquer ici, on pensait initialement, donc, traiter de la mauvaise adaptation. On étudiait les vulnérabilités et on se disait que bon nombre de choses que nous faisons, par exemple, construire au niveau dans des zones inondables, ça nous rendait plus vulnérables. Donc, tout d'abord, il s'agit de faire en sorte d'arrêter de nous rendre plus vulnérables, de faire de la mauvaise adaptation, maladaptation. Et cela a été examiné, fait l'objet d'accords, ça a été évalué. Nous en sommes arrivés à la 2e phase, qui est la phase actuelle. Il s'agit de l'adaptation supplémentaire dans les investissements, dans les ponts, les routes, etc., dans l'infrastructure. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces investissements soient à l'abri du changement climatique à l'avenir? Puisqu'il ne s'agit pas simplement de prolonger ce qu'on a connu au cours de la décennie précédente. Alors, la Banque mondiale, les grandes banques de développement, même des banques commerciales d'infrastructures, tiennent désormais compte du fait qu'il faut planifier en tenant compte de l'impact potentiel du changement climatique et inclure des facteurs supplémentaires en matière d'adaptation. Dans le cadre des projets d'infrastructure, le coût supplémentaire sera peut-être de 5-6%, pas plus de 10%. Et ainsi, eh bien, effectivement, on peut rendre cette infrastructure ou faire en sorte qu'elle soit à l'abri de l'impact du climat. Et nous en arrivons à la phase suivante. Il s'agit de l'adaptation de transformation. Il ne s'agit pas seulement d'examiner l'adaptation comme un risque qui doit être géré, ce qui est vrai, mais il s'agit aussi donc de faire en sorte qu'on en ressorte en meilleure position qu'auparavant. Mais je vais vous donner l'exemple dans mon pays, au Bangladesh, des populations qui vivent dans les zones côtières, les pêcheurs, les agriculteurs, où il y a déjà une intrusion de la salinité et ils pourraient effectivement être inondés par l'augmentation du niveau de la mer au cours des prochaines décennies. Donc, ils ne vont pas pouvoir poursuivre, mais ce qu'on peut faire, c'est éduquer les enfants afin qu'ils ne soient plus eux-mêmes des pêcheurs et des agriculteurs, qu'ils n'aient plus à vivre là. Ils peuvent devenir des ingénieurs, des docteurs, des avocats, aller vivre en ville avec leur famille, s'ils le souhaitent. Voilà, à mon sens, une transformation potentielle en matière d'adaptation où l'on se sert du problème pour trouver une solution qui, finalement, nous permet d'améliorer la situation par rapport à celle que nous avions connue auparavant. Dernière série de commentaires, il s'agit de
la nature de la coproduction de connaissances. Il s'agit donc d'apprendre sur le tas et pour cela, la communauté des chercheurs, des universitaires, la communauté théorique des théoriciens doit aussi communiquer avec la communauté des praticiens, les planificateurs, les décideurs dans les domaines sectoriels, l'agriculture, la santé et d'autres secteurs encore, et les praticiens sur le terrain, les agriculteurs, les pêcheurs, les citoyens ordinaires. Ils doivent tous faire partie de ce processus d'adaptation et ils doivent faire partie du processus de coproduction de connaissances sur l'adaptation. Et ceux d'entre vous qui avez participé à la session parallèle hier sur cette coproduction, vous aurez entendu un certain nombre d'excellents exemples du fait que la communauté scientifique travaille en collaboration avec la communauté des décideurs pour coproduire des connaissances sur l'adaptation. Alors on pratique, on apprend, on pratique ensuite différemment, etc. Et c'est donc cette échelle de connaissance de l'adaptation. Et j'aimerais ajouter un autre élément à cette notion de coproduction, puisqu'en général on imagine cela comme étant des scientifiques qui travaillent avec d'autres communautés. J'aimerais faire intervenir une autre notion. C'est le Nord et le Sud, donc les pays en développement et les pays développés. Donc le paradigme traditionnel qui vaut pour l'atténuation et pour bien d'autres activités humaines et scientifiques, c'est que la science, la recherche se fait au Nord et transférée au Sud. Les pays riches font la recherche, définissent et développent des technologies. Cela est vrai pour les technologies d'atténuation et celles-ci doivent être transférées aux pays en développement. C'est donc un transfert de technologies du nord vers le sud. Mais lorsqu'il s'agit de l'adaptation, eh bien, à mon sens, ça n'est pas la seule dimension. Et d'ailleurs, je dirais que c'est peut-être l'inverse qui prévaut. Aujourd'hui, les 48 pays les moins avancés dans le monde, les pays les plus pauvres, ont fait plus de planification et font plus de mise en œuvre et suivent cette courbe d'apprentissage en matière d'adaptation plus rapidement que tout pays développé. Et il faut donc procéder à une coproduction des connaissances où les pays du Sud peuvent apprendre les uns des autres, donc transfert de technologie du savoir Sud-Sud, mais également du Sud vers le Nord. Et je dirais que dans le Sud, il y a bon nombre de pays en développement qui avancent bien. Je vais reprendre l'exemple de mon pays, le Bangladesh, pour dire qu'au Bangladesh, les autorités et la population, les chercheurs, les ONG, les médias ont tous repris ce message il y a 6 ou 7 ans de cela. Et depuis, bien, nous mettons en œuvre une stratégie, un plan d'action pour l'adaptation à un rythme très rapide. Les autorités investissent beaucoup, avec des investissements de l'ordre de 100 millions de dollars chaque année sur ses propres fonds, et nous suivons une courbe de connaissances très rapide. Alors, nous nous focalisons en particulier sur les communautés les plus vulnérables. Et ces connaissances, ces pratiques croissantes sur l'adaptation basée sur les communautés. Avec mes collègues, nous avons une conférence annuelle. Nous avons eu la 9e conférence au Kenya en avril avec 400 participants du monde entier. Environ 90 pays étaient représentés pendant 7 jours. Les 3 premiers jours, nous avons envoyé tous les participants internationaux par groupe d'une vingtaine afin qu'ils passent de nuit au sein d'une communauté vulnérable pour voir ce qu'ils faisaient pour faire face aux problèmes. Et ensuite, eh bien, ils sont revenus en conférence et nous avons pu avoir un partage de connaissances et d'expériences en plénière et dans les séances parallèles. Et en avril, au Kenya, la conférence portait sur la façon de mesurer et d'améliorer l'efficacité de l'adaptation, ce qui est un problème scientifique à ce stade, car il n'est pas facile de mesurer l'adaptation. Il y a beaucoup de discussions sur la façon dont on pourrait suivre, évaluer et mesurer l'adaptation. Le paradigme actuel est vraiment l'optimisation des ressources du haut vers le bas, sous l'impulsion des bailleurs de fonds. Enfin, on vous donne 10 $, il faut que vous nous montriez ce que vous avez fait avec ces 10 $. C'est ce qui est à l'origine de ce concept actuellement. Mais les communautés ont des vues très différentes et il ne s'agit pas de l'argent, mais plutôt de ce que vous, en tant que pollueur, vous faites pour mettre un terme à ce problème. Donc, nous avons eu des discussions très enrichissantes dans ce domaine. Et la prochaine
prochaine conférence se tiendra en avril au Bangladesh, du 21 au 28 avril, et il s'agira de construire des communautés urbaines résilientes. Jusqu'à maintenant, on s'est focalisé sur les communautés rurales. Maintenant, on va mettre l'accent sur les communautés urbaines. Et si cela vous intéresse, je vous invite à consulter notre site Internet et à venir pour prendre part à cette conférence. Maintenant, j'aimerais revenir à la question de Paris en novembre et décembre, la conférence des parties ici. Donc, lors de la COP, l'adaptation, ça ne sera pas la principale thématique. Il y a eu un accord il y a plusieurs années à Cancun où on a défini le cadre pour l'adaptation. Les pays procèdent à des plans d'adaptation. On a besoin de plus de financement, mais on nous a promis un certain volume de soutien qui commence à arriver. Tout ça est positif. Ce qui sera essentiel, comme l'ont dit les deux intervenants précédents, c'est qu'il va falloir se mettre d'accord sur les cibles pour l'atténuation, parce que si l'on n'émet pas donc effectivement une tonne de carbone, eh bien on peut éliminer cet impact. L'adaptation évite une partie de l'impact, mais il y aura toujours des éléments résiduels. Donc on pourra peut-être s'adapter à 2 degrés. Certains, dans certaines régions, ne pourront pas nécessairement le faire, mais 3 degrés ou 4 degrés, là, il est très peu probable que l'adaptation soit une solution. Donc il faut une solution en matière d'atténuation, c'est ce que nous attendons de Paris. Et j'appuie ce qui a été dit par les intervenants précédents. Ça doit être là le message essentiel, l'élément essentiel de l'accord qu'on attend le 11 décembre à Paris cette année. Merci. Merci beaucoup, professeur Hook. C'était là des messages très importants que nous voudrons certainement reprendre. Je suis très surprise que tous les orateurs ont pu se tenir exactement au temps qui leur était imparti. Je voudrais les remercier par ailleurs de leur présentation, et ce qu'ils nous ont dit ce matin, nous l'aurons à l'esprit pendant toute cette journée, dans les séances parallèles, pendant les pauses, les discussions. Je vous demande donc de remercier nos orateurs. Encore merci. Merci à tous d'avoir suivi encore une heure riche en informations très importantes. Je vous conseille maintenant de vous détendre un petit peu, parce que nous en arrivons à la deuxième partie de cette session, à savoir la discussion avec le panel, où les choses seront un peu plus informelles. Et moi-même, je serai peut-être de temps en temps un peu provocante. Je voudrais me faire l'avocate du diable pendant cette discussion, et je m'en excuse par avance. Alors, moins formel, mais toujours des participants de très haut niveau qui représentent différentes perspectives très intéressantes et qui susciteront certainement le débat. Alors, on ne sait pas trop dans quel ordre le faire, mais je voudrais appeler Dr Carlos Nobre, qui est le président de CAPES, l'agence brésilienne. Auparavant, il était directeur du Centre de suivi et d'alerte des catastrophes naturelles, et également responsable au ministère brésilien. Il a été président du programme international Géosphère entre 2005 et 2011. Il a également joué le rôle de premier auteur dans le groupe de travail numéro 3
Il a participé à d'autres rapports également. Il est membre du TWAS et également membre étranger de l'Académie des sciences américaines. Bienvenue. Ensuite, nous avons le Dr. Zhu Daijian, professeur à l'école d'économie et de gestion, directeur de l'Institut de gouvernance pour le développement durable et vice-président du comité universitaire à l'université Tongji à Shanghai. Son domaine est le développement durable, l'économie verte, le développement urbain, services publics et partenariats publics-privés. Il est membre du Cercle Économie et au Conseil du Conseil économique mondial. Et il y a le Dr. Ken Caldeira, scientifique à la Carnegie Institution of Science à Washington. M. Caldeira a apporté des contributions diverses à la science en matière de climat. Il est l'un des auteurs de la première étude parue dans Science sur les implications d'une stabilisation à 2 degrés. Premier auteur d'un papier très important attirant l'attention sur l'acidification des océans. Il est co-auteur de la première étude de modélisation de géo-ingénierie solaire. Donc, bienvenue au Dr. Caldeira. Et puis, le docteur Frank Giles, professeur de consommation durable et durabilité à l'Université de Manchester. Il a travaillé sur les transitions, que ce soit dans le domaine du transport, de l'énergie ou de l'agroalimentaire. Il fait partie du réseau sur les transitions. Bienvenue donc au docteur Giles. Bon, j'espère que je ne tourne le dos à personne, mais nous allons entamer cet échange. Mais avant cela, je vais donner 3 minutes à chacun des membres de ce panel pour réagir aux exposés de ce matin ou pour donner d'autres indications en rapport avec le sujet de cette journée. Je vous en prie, allez-y. Je voudrais dire 2 choses. Tout d'abord, sur l'innovation. Généralement, ce que l'on dit, c'est que l'innovation technologique est importante pour l'atténuation. Alors moi, ce que je dirais, c'est que certes, c'est important, mais cela ne suffit pas. Il faut également prêter attention à l'innovation sociale. Un exemple, le transport. Si j'utilise ma voiture, c'est une innovation technologique qui a son efficacité énergétique, mais si je me tourne vers le covoiturage, là, c'est une innovation sociale. L'innovation sociale, à bien des égards, est encore plus positive que l'innovation technologique lorsqu'il s'agit d'efficacité énergétique. L'amélioration technologique s'attache à l'efficacité, mais toujours dans le cadre existant. Mais l'innovation sociale permet d'introduire de nouveaux modes de vie, de nouveaux modèles pour avancer sur la bonne voie.
Donc, il nous faut les deux types d'innovation et il faudrait peut-être s'intéresser un peu plus à l'innovation sociale. C'était le premier point que je voulais mentionner. Et puis, quelles sont véritablement les cibles lorsque l'on parle des objectifs en matière de changement climatique? Alors évidemment, le changement climatique fait partie des questions environnementales, mais cela va bien au-delà, parce qu'il y a également l'aspect développement. Je prends la Chine comme exemple. S'agissant de l'environnement, la Chine, vous le savez, est le plus gros émetteur aujourd'hui. Mais du point de vue du développement, la Chine dit toujours qu'elle est une économie émergente avec un PIB inférieur par habitant, etc. On peut prendre tout un tas d'indicateurs. Donc, le changement climatique, il faut l'aborder à la fois sous l'angle de l'économie et de la science. Environnement et développement doivent aller de pair. Parfois, j'ai envie de dire qu'un taux de développement très important avec de fortes émissions n'est pas ce que nous souhaitons. J'irais jusqu'à dire qu'un développement moins rapide avec des émissions moins importantes ne sont pas souhaitables non plus. Quel doit être donc l'objectif? Eh bien, c'est plus de bien-être et moins d'émissions. Voilà ce que je voudrais souligner. Merci beaucoup. Alors, j'avais deux petites diapos, je ne sais pas si on peut les projeter. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis physicien et donc la façon dont j'aborde les choses est normative et prescriptive. Alors, avec ce problème du climat, je pense qu'il faut effectivement penser à un avenir de bonheur et de richesse, les choses qui paraissent très positives, mais on peut imaginer des avenirs multiples. Et nous cherchons à imaginer le monde que nous voulons créer. Alors, la planification, malgré tout ce que l'on peut dire, est très importante. Il faut travailler de manière positive et se dire que faut-il faire cette année pour atteindre cet objectif à plus long terme. La communauté internationale a plutôt montré l'avenir que nous voulons éviter, mais il faut peut-être présenter également l'avenir que nous voulons créer. Et pour reprendre ce que disait Jude Adienne, lorsque nous pensons à cet avenir où les gens sont prospères, heureux, en bonne santé, il y a cette transition nécessaire qui doit inclure le développement. Et le problème du climat ne doit pas être abordé séparément. Il doit être abordé avec tous les autres problèmes. Alors, on voit le pessimisme ambiant quant aux technologies existantes, les données scientifiques. Chaque émission de CO2 nous rapproche du scénario que nous ne désirons pas. Donc, il faut mettre fin à ces émissions de carbone. Et puis enfin, hier,
Nous en avons parlé. Aux États-Unis, les politiques, les responsables politiques, effectivement, suivent plutôt que de prendre la tête. Et il nous faut arriver à une situation sur le plan social où les individus pensent qu'effectivement, il ne faut pas construire une usine polluante, qu'il ne faut pas faire toutes ces choses. Il faut que cela vienne, effectivement, des individus eux-mêmes. Good morning to all. Thank you very much. Bonjour à tous. The invitation. Merci beaucoup de cette invitation. The solution space this morning will be Alors, not on energy, but on land cette use, question des land use solutions, change, eh bien, land moi, use je change la emissions vois policy, surtout en primarily termes for the d'utilisation tropics. des sols, notamment some dans les zones facts. tropicales. We know Quelques that données pattern of d'abord. land Nous use change. savons Emissions in the tropics have changed in the last 10 years. les émissions Today, ont there changé are depuis much less emissions 10 than ans. 10 years ago. Il y en a beaucoup It's moins about 10-12% aujourd'hui less CO2, 15% qu'alors. is the total 10% de moins de CO2, greenhouse gas 15% contributions, which c'est is le significant. total des It's not going to solve the contributions mitigation aux problem if gaz à we effet de serre. Nous continue n'allons pas to résoudre la reduce question emissions de from land use, but at l'atténuation least it's si significant. nous ne continuons pas à So, réduire les émissions Of course, liées à those l'utilisation des reductions came sols. Alors pretty much ces as a surprise. Nobody réductions predicted one decade ago that étaient there would en be quelque sorte une even a surprise. reduction in tropical Il est deforestation. dit but qu'il y aurait indeed it même happened. une réduction Many consider dans these la reductions the déforestation low-hanging fruits, low cost, but again, tropicale. they were not predicted, so we have to try to understand what social transformations Il y a eu were des responsible transformations for those, sociales changes. qui ont entraîné des changements qui n'avaient And pas also, those été reductions happened entrevues. throughout the tropics, especially Il y a eu over des South réductions America and dans les over zones the Amazon. tropicales, Red notamment Plus en is a Amérique welcome du innovation, Sud certainly, et but it was not a dans good cause. It was not l'Amazonie. working, still at the beginning. So, if my take on Et the la simple façon explanation, de voir les choses, particularly for the Amazon, I'm more experienced with, surtout pour l'Amazonie, and puisque at the Amazon je deforestation rates connais were the bien highest cette rates. zone, les taux de global déforestation deforestation 10 years étaient les plus élevés au have to do with monde the il y a virtual 10 ans. lock-in of policy, economic, and Mais non-economic il y a des drivers. facteurs First, the économiques, question of politiques values. et I think non Karen O'Brien économiques. yesterday very vividly Notre reminded collègue us O'Brien of hier the nous a question of values, and I rappelé think they play a very cette important question role des for that valeurs decline. et je pense que Public c'est acceptability of deforestation un facteur is very important. low. L'acceptation de la déforestation widely shared par le notion. public In Brazil, for instance, n'est less than vraiment 5% pas of the people would, très bonne. Au see a Brésil, connection moins de between deforestation 5% and the development. Most des people gens voient oppose un lien entre of déforestation et développement. La plupart s'opposent à la déforestation. Donc cette recherche du soutien du public a certainement permis de réduire la déforestation illégale. Et la production agricole au cours des 10 dernières années a augmenté en Amérique du Sud. Et cela alors que la déforestation diminuait. Donc, il y avait là une expansion permettant une plus grande sécurité alimentaire. Ce sont donc là les faits et plusieurs pays ont voulu mettre en place une politique en matière de déforestation, chose dont elles ne disposaient pas il y a 10 ans. Et certains pays ont déjà fixé des objectifs pour 2030. Et puis, tout cela est bénéfique pour les écosystèmes. Et j'espère que le plus grand nombre de pays
pourront suivre cet exemple et arriver à un arrêt de la déforestation d'ici 10 ans. Et c'est quelque chose qui est possible. Merci. Thank you very much, Carlos. That was very interesting. Merci, Carlos. Frank? Très intéressant. Franck? Thank you very much for the invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je m'occupe d'un réseau qui aborde la transition sous un angle un peu différent, les innovations de rupture, l'économie politique. Donc, les transitions telles qu'elles existent aujourd'hui, plutôt que de penser à un avenir fictif. Alors, je voudrais dire plusieurs choses. Alors, quelles sont les solutions dont nous avons besoin? Eh bien, transition sociale et technique dans des systèmes donnés, électricité, chauffage, transport, agroalimentaire. Il y a deux voies de transition. D'abord, la technologie à grande échelle, les biocarburants, etc., les véhicules de nouvelle génération. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans la communauté des modélisateurs. Et puis, l'autre voie, c'est la reconfiguration des systèmes, innovation des schémas sociaux, des business models, des transports intermodaux, les réseaux intelligents, toutes ces choses-là. Alors, on ne sait pas qui l'emportera, mais j'ai l'impression que l'on a un petit peu trop mis l'accent sur la première voie. Alors, qui O'Brien hier parlait de l'importance des acteurs. Il y a la métaphore du jeu, de la stratégie, et il y a la métaphore du risque. Je pense qu'il faut voir la résistance des stratégies et ne pas nous focaliser uniquement sur les réussites. Alors, il y a les politiques, les grandes entreprises, les experts scientifiques qui sont les grands en la matière. On peut s'en remettre à eux pour décider ce qu'il faut faire, mais on peut également penser à différents types d'acteurs, des startups, le public, les ONG, les différents groupes. Et d'ailleurs, la dernière présentation de ce matin nous l'a bien montré. C'est un paradigme un peu différent avec une approche participative de la gouvernance. Et puis, comment faire? Alors, il y a l'innovation, c'est effectivement mon domaine, et l'innovation est essentielle. Mais l'innovation n'arrive pas toute seule. Il faut y contribuer avec l'argent et également voir le contexte. Et effectivement, beaucoup d'innovations se font jour. Il y a énormément d'acteurs et il y a des interactions entre ces différents acteurs. L'innovation est donc un processus endogène, itératif. La création de capacités, de savoir, et c'est une construction également. Schumpeter, et là il s'agit d'économie de l'évolution, dit qu'il y a cette opposition entre les nouveaux entrants et ceux qui sont en place. Et donc il y aura des luttes de pouvoir. Voilà ce que je voulais dire en introduction. On ne parle pas tant d'obstacles au progrès, mais plutôt de la façon dont on peut faciliter ces circulations. Alors évidemment, tout cela suscite beaucoup de réflexions et de questions. Mais revenons un petit peu aux exposés de ce matin. J'ai plusieurs questions à vous poser aujourd'hui. Carlos, tout d'abord.
Tous ces scénarios pour l'objectif des 2 degrés s'appuient, en tout cas pour la plupart, sur les technologies. Et l'on a vu que c'était un défi en termes de bioénergie, etc. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que nous pouvons nous appuyer sur les technologies à émissions négatives? Non. D'ailleurs, je pense que ça a été dit tout à l'heure par Otmar. Ces technologies vont devenir acceptables et viables, et même si l'on suppose que ces technologies existeront et seront utilisées, 90% des scénarios à 2 degrés présupposent les émissions négatives. Donc, les contraintes de la disponibilité des terrains et la protection contre les risques font que 10 à 20% de la production énergétique viendrait des bioénergies. Ce sera difficile, ce n'est pas impossible, mais il ne faut peut-être pas compter démesurément sur ces possibilités. J'ai une question maintenant pour Zhu Daijian. Les intervenants ce matin ont fait référence à la Chine, faisant état de progrès, mais également de problèmes. Il a été indiqué qu'en 2030, les promesses seront peut-être respectées et qu'une part substantielle de l'énergie produite en Chine s'appuiera sur les énergies renouvelables. Il a été dit également qu'une très grande partie du charbon, des réserves de charbon, doivent rester enfouies. Alors, comment aborder ce défi extrême en Chine? Alors, l'objectif à 2030 de la Chine est certes ambitieux, mais il y a d'autres défis que nous devons relever. Le charbon, l'acier, effectivement, sont un dossier important. Le charbon représente 50% des matières premières énergétiques. Alors, comment avancer? Il faut voir quels sont les potentiels. Vous en parliez. Il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, les pouvoirs publics qui sont très conscients de l'importance de ces questions. Et ça, c'est quelque chose de fondamental en Chine. Si vous connaissez un peu la Chine, les pouvoirs publics en Chine veulent agir. Et si cette volonté existe, les choses se feront. Si l'on regarde les bourses en Chine, on en voit déjà les premiers signaux. Et la Chine a tendance également à promettre un peu moins et à en faire plus au bout du compte. Ça, c'est une caractéristique chinoise. Ensuite, il y a le choix de technologies, des technologies économiquement viables, mais socialement viables également. Il faut penser au chômage également. Et puis, la Chine a traditionnellement une démarche qui part du sommet. Alors, comment justement intégrer plus la base dans ces initiatives? Ça, c'est un défi également.
Merci. To add something about the issue Ken, of vous aviez coal quelque and chose à dire? leaving the fossil fuels in the ground. Oui, le Obviously, that's charbon a et les crucial réserves à laisser question. enfouies. I think Alors it's really évidemment, interesting that this c'est is une now question increasingly importante coming onto the agenda in the last et couple of on en years. parle de plus en plus depuis Because quelques from a années. Schumpeterian point of view, which is creative destruction, we tend to focus Parce on the que creative part, dans la the new, the destruction renewables. créative, on a Have tendance à ne focused voir too que little le attention on the côté destruction part, créatif creative destruction. et peut-être insuffisamment au côté destruction. Mais ce n'est pas facile. Il s'agit là des entreprises les plus puissantes sur Terre, les compagnies pétrolières, le secteur automobile. Il va être très difficile de laisser enfouir ces réserves. Mais ce n'est pas impossible. Il y a eu des exemples où le déclin a été accéléré avec le DDT, le nucléaire, également les ampoules électriques à filaments. Alors, il faut penser également à l'importance de la fixation des prix du carbone. Et introduire ce genre de choses est un suicide politique. Mais il y a d'autres exemples qui ont été cités. Les miracles, par exemple. Moi, je ne suis pas religieux, donc je ne crois pas aux miracles. Mais il y a également l'innovation. Il n'y a pas que les miracles. L'innovation, c'est possible. Et les choses peuvent aller beaucoup plus vite que prévu. Donc, il nous faut plus de politique en matière d'innovation. Et puis, il y avait ce dédommagement pour les perdants. Dans une situation de transition, il faut le faire. Sinon, les perdants se battront bec et ongle contre ce prix du carbone. Donc, il vaut mieux effectivement penser à un dédommagement. Aux Pays-Bas, lorsque nous avons fermé les mines de charbon, nous avons effectivement financé la reconversion des travailleurs pour qu'ils puissent trouver des emplois dans l'industrie chimique. Et pour moi, c'est un schéma économique. L'innovation, à mon avis, doit être endogène. Il faut donc des politiques en matière d'innovation. Il faut également dédommager les perdants et fixer le prix du carbone. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Je crois que l'exemple de la Chine illustre bien plusieurs éléments importants. Tout d'abord, la question des objectifs de développement durable et donc les objectifs de changement climatique qui doivent quelque part en fait converger. Et par ailleurs, effectivement, il y a aussi l'évolution donc des états d'esprit, des mentalités, et être heureux de conduire une voiture qui ne pollue pas beaucoup. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider la Chine, par exemple, à adopter des politiques plus solides? Alors, le prix du carbone, ça n'est pas nécessairement la réponse à toutes les questions. C'est un bon point de départ, c'est vrai. Et c'est une partie importante de la réponse. Et si les États-Unis avaient un bon prix donc, pour le carbone et s'il augmentait aussi en Europe, eh bien, ce serait plus facile pour la Chine d'adopter des politiques similaires. Et par ailleurs, quelle est la responsabilité des pays plus riches pour ce qui est de financer cette transition pour les pays les plus pauvres? C'est une autre question qui se pose. Merci. Je vous propose de revenir à vos déclarations très intéressantes. Et je veux dire que j'ai été surprise parce que, en ayant écouté les conférenciers, en ayant lu le 5e rapport d'évaluation, il semble que pour l'essentiel, il s'agisse de technologie, des modèles de tarification et de la modélisation en général. Néanmoins, vous avez choisi de consacrer ces 3 minutes de présentation à des aspects plus sociaux. Vous avez tous parlé d'innovation sociale, point de basculement social, valeurs sociales, etc. Alors ça, on ne modélise pas. Ce sont d'ailleurs des éléments qui figurent de façon marginale seulement, même dans les rapports du GIEC. Alors, est-ce que
ça n'est pas en contradiction avec les solutions sur lesquelles travaillent la plupart des gouvernements, c'est-à-dire les solutions plus technologiques, alors que vous évoquez des questions sociales. À l'heure actuelle, les États-Unis dépensent 20% du PIB en soins de santé, 25% pour le budget militaire. Et les économistes pensent que pour résoudre le changement climatique, cela représenterait quelques points de pourcentage du PIB. Ça vous donne un ordre d'idée de ce qui se fait dans la société aujourd'hui. Alors, les problèmes technologiques sont très importants, mais on est convaincu qu'on pourrait les résoudre s'il existait la volonté politique et sociale pour ce faire. Donc oui, on a besoin de R&D, d'apprentissage dans le domaine technologique, mais pour surmonter ce problème théorique sur lequel donc il faut se sacrifier pour le bien de tous, c'est difficile sur le plan social. Et si on y arrive, je pense qu'alors, ce sera plus facile aussi de tirer parti des autres fruits du processus. Jean-François ? Nous avons entendu que le captage et le piégeage du carbone, c'était important dans les différents scénarios. Est-ce que si nous avons donc plus de bioénergie, est-ce que vous pensez que ça va créer des opportunités pour les dimensions sociales ou est-ce que ça va occasionner davantage de problèmes? Carlos, peut-être? Je dirais que la mise à l'échelle, donc le développement des bioénergies, c'est ce qu'utilisent certains pays, en particulier mon pays, et on retrouve ça aux États-Unis et dans certains autres pays en Europe. Cela pourrait être une solution localisée. Toutefois, le mettre à l'échelle à ce niveau, 20-30% de l'énergie mondiale d'ici à la fin du siècle, ce serait une dimension tout à fait nouvelle. Et à cet égard, je ne suis pas sûre qu'on crée davantage d'opportunités. Je pense qu'on créerait plus de problèmes. Franck, vous souhaitiez intervenir aussi sur les questions sociales? Oui, plutôt sur la question de l'innovation en général, c'est l'innovation technique et sociale. Je dirais que dans ma perspective du monde, les gouvernements ne constituent qu'un acteur parmi d'autres. Donc moi, je suis plutôt en faveur de la gouvernance, un processus multi-acteurs. Et effectivement, il s'agit de moduler les choses qui se produisent sur le terrain. Et si vous voyez ce qui survient sur le terrain avec le piégeage et stockage du carbone, on en parle depuis 10 ans et ça ne se produit pas. Le nombre de projets diminue. Les véhicules avec des batteries n'évoluent pas comme on l'entendait. Il en va de même avec les pompes de chaleur, etc. Donc, on répète les mêmes messages pour ce qui est de ces options à grande échelle et pourtant, rien ne se produit. Donc, ce qui me surprend. Par ailleurs, l'innovation est une dynamique non linéaire. Et moi, je pense qu'il faut pouvoir débloquer des énergies dans la société. Le photovoltaïque, c'est intéressant non seulement du fait des améliorations sur le plan des prix, mais également parce que même si c'est une option plus onéreuse pour les citoyens, c'est une option que les citoyens ont commencé à déployer alors que c'était inattendu. Ça n'avait pas été modélisé car c'est l'option la plus onéreuse. Mais ça suscite visiblement beaucoup d'enthousiasme au sein des communautés. Il en va de même pour ce qui est du covoiturage et différents mouvements que l'on retrouve dans les communautés à petite échelle, comme vous l'avez dit. Et peut-être que ça n'est pas la réponse parfaite, mais du moins, ça occasionne une participation de la part des citoyens qui peuvent faire quelque chose sur le terrain, développent les connaissances en matière d'énergie. Cela peut exercer des pressions sur les décideurs. Les décideurs ne peuvent pas seulement écouter les experts, ce serait une façon trop technocrate d'avancer. Il faut qu'il y ait une participation de la société, surtout si on veut cette transition sur 30 ou 40 ans. Puis il y a aussi des évolutions négatives telles que le gaz de schiste. On n'en a parlé qu'à partir de qu'il y a 5 ans.
Un exemple positif, les vélos électriques en Chine. Les autorités auraient souhaité se focaliser sur les voitures électriques, mais ce sont les vélos électriques qui ont démarré. Enfin bon, par ailleurs aussi, on peut avoir 30% désormais d'électricité hors réseau. Et puis pour la biomasse, on pensait que ce serait quelques pourcents seulement. Maintenant, on en est à 20 ou 30%. Donc l'innovation n'est pas linéaire. C'est très inattendu, cette dynamique. Effectivement, il faut apprendre sur le tas, comme l'a dit l'intervenant précédent. La technologie et les innovations sociales ne se modélisent pas bien. Et c'est pour ça que par rapport au scénario de 2050 et les émissions négatives qui viendront d'on ne sait où, eh bien, c'est ce qui me préoccupe. Il faut plutôt voir aussi comment sur le terrain on peut accélérer ces dynamiques. Oui, pour ce qui est des questions sociales et de gouvernance, il faudrait combiner des approches du haut vers le bas et du bas vers le haut. En Europe, les approches du bas vers le haut jouent un rôle très important. En Chine, il s'agit vraiment des approches du haut vers le bas. Ce sont les approches utilisées. Peut-être que combiner ces approches à divers degrés en fonction des contextes, ce serait utile. Effectivement, en Chine, c'est le gouvernement qui décide. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est davantage le marché. En Europe, c'est peut-être plus la société civile. Donc, on doit avoir les mêmes cibles, mais on a des modèles différents pour ce qui est de la gouvernance sociale, des réseaux, etc. Et je pense qu'il faut accorder plus d'attention à cet aspect. Merci. Vous avez souligné des éléments très intéressants sur l'innovation sociale, les approches en matière de gouvernance. Alors, ici, il s'agit d'une conférence scientifique, mais les modèles, c'est ce qui apporte le plus grand nombre d'intrants dans le domaine énergétique pour les décideurs, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a encore, en fait, un fossé, en quelque sorte, entre ces différents secteurs de recherche et tout ce qui est innovation technologique et autres? Est-ce qu'il faut combler ces fossés? Comment est-ce qu'on pourrait mieux intégrer la recherche, la science, l'innovation sociale, la gouvernance et tout cela donc dans la littérature également? Bien écoutez, c'est une question très intéressante et très importante. Je pense qu'on a besoin de modèles. Oui, ça c'est vrai. C'est la seule façon, effectivement, de réfléchir de façon systématique à l'avenir à long terme. Néanmoins, par définition, il faut un grand nombre d'hypothèses pour un modèle. Donc, il n'y a pas de véritables acteurs, de vrais pouvoirs d'économie politique. Les croyances et l'apprentissage interviennent peu. Donc, oui, il faut des hypothèses. Il faut aussi que les modèles donc, couvrent le long terme. Mais je crois qu'il faut aussi prêter davantage attention à ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, nous avons élaboré un cadre qui tient compte des acteurs, ce qu'ils font actuellement dans les différentes structures, dans les différentes directions. Et il pourrait y avoir une troisième approche. Il s'agirait vraiment de voir l'apprentissage sur le terrain, ce qui se passe dans les villes. On en a parlé à plusieurs reprises au sein des communautés. Ce sont des microcosmes où se déroulent des transitions sur le terrain. Et c'est beaucoup plus localisé. Là, les acteurs essayent de forger des alliances. Il faut que le maire soit d'accord. Il y a peut-être quelqu'un qui est contre, etc. Et je crois qu'il faut vraiment ces trois types d'approches parce qu'elles répondent à différents critères scientifiques. Il y a trois critères, donc la généralité, le champ couvert, ensuite la parcimonie, la simplicité, et ensuite donc la spécificité et la précision. Et aucune approche ne peut couvrir ces trois points. Je crois que les modèles sont très bons pour ce qui est du champ couvert, de la simplicité, mais pas nécessairement pour la spécificité et ce qui se passe sur le terrain. Donc, il faut des approches multiples pour bien comprendre les transitions. Merci. Ken? Je pense que les modèles d'évaluation intégrés qui nous ont été présentés
sont essentiels. Certes, ils sont incomplets, mais au moins, ils nous obligent à être implicites pour ce qui est des hypothèses économiques, technologiques, et cela nous oblige aussi à tenir compte de l'ampleur des questions, des problèmes. Donc certes, ces modèles ne sont pas des modèles définitifs, mais ils sont très utiles pour nous aider à réfléchir à l'avenir de façon explicite. En ce qui concerne l'importance des sciences sociales maintenant, je crois que nous devons vraiment comprendre comment les normes sociales se développent, se propagent aux États-Unis. Récemment, on a vu une transition où le mariage gay, qui était considéré comme inacceptable, est désormais considéré comme acceptable. Au XIXe siècle, l'Angleterre a perdu 12% de son PIB parce qu'elle a mis un terme à l'esclavage, qui n'était plus socialement acceptable. Donc, l'évolution des normes sociales, ça c'est très intéressant et très important aussi. Comment quelque chose qui était acceptable ne l'est plus ou quelque chose qui ne l'était pas le devient. Et je crois que c'est important aussi pour résoudre le problème climatique. Jean-François ? Nous voyons désormais que dans le cadre des négociations sur le climat émerge l'idée d'avoir un programme de solutions. Et avec ce type de programme, je crois que le concept serait que les pays, mais également la société civile, collaboreraient sur différentes options et s'efforceraient de développer ces options avec une plus grande collaboration internationale. Est-ce que cela répondrait aux critères que vous avez mentionnés pour le développement de l'innovation? Bien entendu, cette collaboration entre les pays et la collaboration au Sud-Nord, c'est très important. Mais ce n'est pas exactement ce sur quoi moi je mettrais l'accent. Je mettrais davantage l'accent sur la gouvernance multiniveau. Il s'agit moins des gouvernements de chacun des pays, ça c'est important aussi, les flux financiers, les flux techniques, mais la gouvernance à multiniveau, c'est plus une approche selon une certaine échelle progressive. Il s'agit de ce qui se passe dans les villes, dans un pays, dans l'ensemble de l'économie. Et j'ai lu le dernier rapport du GIEC et presque avec réticence, ils admettaient que les pays qui progressent mettent en place des politiques d'innovation, donc le Danemark, le Brésil, etc. Et ça n'était pas tant, en fait, les instruments économiques, tels que le prix du carbone qui jouait. C'est pourquoi je pense qu'il faut une approche à échelle multiple. Et la collaboration entre les pays, ça fait partie de cette approche, mais ça n'est pas là que réside tout mon espoir. Merci. Bon nombre d'entre vous avaient déjà un peu parlé de l'approche du haut vers le bas par rapport à l'approche du bas vers le haut, l'apprentissage sur le terrain, et nos conférenciers également y ont fait référence. Par ailleurs, eh bien, nous nous préparons aussi à la grande réunion de Paris à l'échelle mondiale, sur le régime mondial. Et donc, en essayant de mettre à l'échelle les excellentes initiatives sur le terrain réalisées par les villes, les citoyens, les associations, et d'ailleurs, dans les autres sessions d'aujourd'hui, nous les entendrons. Est-ce qu'il est possible, effectivement, de mettre ces initiatives à une échelle telle que ça pourrait faire une vraie différence en termes d'émissions? Ou alors, donc, est-ce qu'on veut un accord mondial avec une sorte de police mondiale et chacun s'engagerait à réaliser des réductions importantes et il y aurait un prix du carbone à l'échelle mondiale et il y aurait une interdiction à l'échelle des gouvernements sur des automobiles ou on pourrait emprisonner toute personne qui n'éteindrait pas la lumière. Donc il y a deux perspectives du monde ici. Et entre les deux, il faudrait trouver donc une solution. Mais est-ce qu'il peut y avoir convergence? Est-ce que si l'on prend un peu de ci et de là, est-ce que ça va suffire pour effectivement trouver un compromis pour pouvoir relever le grand défi
Donc, pour ce qui est effectivement de revenir donc en bas à droite de l'écran sur les graphiques. Eh bien, je pense que les petites activités du bas vers le haut sont utiles pour générer les changements dans les normes sociétales, c'est-à-dire comment est-ce qu'il peut être approprié, acceptable de générer de l'énergie. Mais en fait, nous, on est dans un système où on branche le toaster et d'où vient l'énergie, on ne le contrôle pas. Et si on veut aller à tel endroit, il y a un nombre limité d'options en matière de transport. Donc, pour résoudre le problème, il faudrait révolutionner notre système pour ce qui est de la production énergétique, de la consommation, du transport. Et ça ne peut pas être fait du bas vers le haut. Donc, les deux approches sont importantes. Mais si on n'a pas aussi l'approche systémique du haut vers le bas, ça ne va pas marcher. Que pense un chercheur sur la transition de cette question? Eh bien, dans une perspective à plus long terme, je dirais qu'il y a une gouvernance néolibérale depuis les années 80, ce qui veut dire que ça ne va pas non plus durer éternellement, et il faut une approche plus forte sur le plan gouvernemental, ce qui ne veut pas nécessairement dire une approche réglementaire, mais un gouvernement qui assume plus de responsabilités plutôt que d'ajuster un peu les mesures d'incitation. Alors, la crise a beaucoup aidé à cet égard et tous les principes néolibéralistes ont été abandonnés et il y a eu une intervention plus forte de l'État. Donc, nous pourrions avancer plus loin dans ce sens. Il y a trois paradigmes de la gouvernance. En fait, le paradigme basé sur le marché, il s'agit des mesures d'incitation, l'approche réglementaire, davantage du haut vers le bas, puis la gouvernance en réseau. Et il s'agit de faciliter les processus d'apprentissage, faire des démonstrations, définir des visions. Donc, ce qui fait à petite échelle, du bas vers le haut, c'est important, mais il ne faut pas avoir une vision trop romantique ou idéaliste en se disant que ça pourrait effectivement apporter toute la solution. Des changements de valeur et un engagement sont essentiels. Mais le débat, en fait, porte essentiellement sur les deux premiers paradigmes, c'est-à-dire axé sur le marché avec le prix du carbone ou réglementaire. Donc, on peut se mettre d'accord sur quelque chose en décembre et tout le reste en découlera. Tout cela est important. On ne pourra pas agir sans ces outils, mais on a aussi besoin de beaucoup plus de gouvernance en réseau. Il ne s'agit pas uniquement d'initiatives individuelles, il s'agit de les interconnecter, il s'agit d'avoir des flux de connaissances. Souvent, effectivement, les petites communautés n'ont pas suffisamment d'interaction entre elles. Et donc, il faut avoir ces trois approches. Et je pense d'abord qu'il faut davantage de gouvernance en réseau, puis c'est ensuite qu'interviendront plus de réglementation et des approches axées sur le marché. Je vous remercie. Dernière série de questions et j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur les grands défis qui nous attendent. Et nous avons vu les trajectoires technologiques, les solutions économiques. Maintenant, on a parlé des institutions, mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit là d'un défi extraordinaire, terrible. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait entraîner un changement massif? Qu'est-ce qui sera l'élément clé? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour pouvoir entamer le processus de changement, surtout dans vos pays respectifs? Qu'est-ce qui va faire la différence d'après vous? Qu'est-ce qui va faire en sorte que la volonté politique aille au-delà du point de basculement et qu'il y ait ainsi un engagement politique fort dans vos pays pour pouvoir résoudre le problème du changement climatique? Alors, effectivement, c'est arrivé au départ de l'extérieur de la Chine et ensuite ça a été intégré aux politiques chinoises. Mais je crois que pour l'essentiel, ça vient de la base. Depuis 30 ans, le développement de la Chine a toujours été orienté vers le PIB. Avec un taux de croissance économique considérable, mais il y a là un coût social et environnemental considérable. Donc aujourd'hui, nous arrivons au moment où il nous faut trouver le moyen de passer de l'ancienne version à la nouvelle version.
ces forces de l'extérieur doivent être conjuguées avec les volontés à l'intérieur du pays. Et depuis plusieurs décennies, on a vu l'importance qu'a pris la qualité de vie. Les gens pensent beaucoup plus à la qualité de vie et non plus seulement au PIB. Et je pense que ça va peser lourd dans les choix et la façon dont nous allons pouvoir avancer. Aux États-Unis, la question du problème du changement climatique n'est pas quelque chose qui a atteint tous les individus de manière uniforme. Donc, on a dit que l'atmosphère n'est pas une poubelle, qu'il faut trouver des moyens dans la vie de tous les jours de pallier ces problèmes. C'est finalement comme ça qu'on va y arriver, en touchant chacun dans le pays. Je crois qu'au Brésil, les choses sont un peu différentes. Beaucoup de gens n'ont pas beaucoup de connaissances scientifiques, mais intuitivement, les actions des pouvoirs publics en faveur du climat sont appuyées. Je pense qu'il y a de bonnes perspectives. Par exemple, le Brésil, on le sait, a réduit ses émissions. Donc les politiques d'atténuation fonctionnent, notamment avec la réduction de la déforestation. Je pense que l'on peut atteindre les objectifs de 2030, zéro déforestation nette et également l'effort en matière d'intensité de carbone, et notamment dans le secteur agricole. Si on arrive à un niveau de 2 tonnes par habitant en 2050, ce sera une bonne chose. D'ici 20-25 ans, la population brésilienne va se stabiliser, mais la prospérité croissante entraînera une demande énergétique. Donc, il faudra des changements, des transformations, innovation sociale, agriculture durable et énergie renouvelable. Il y en a beaucoup au Brésil. Mais la transition est trop lente. Donc il faut voir les choses à plus long terme avec les politiques d'atténuation qui peuvent fonctionner. Mais je suis assez optimiste. Je pense que le Brésil saura apporter sa contribution. Ça, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, passons à l'Europe. Alors, au Royaume-Uni, évidemment, il y a eu des politiques en matière de changement climatique innovantes. Et le Royaume-Uni était parmi les premiers. Alors, pour ce qui est du chauffage, de l'électricité et des transports, il y a eu moins de progrès notables. Le schéma britannique est bien différent de celui de Schumpeter où l'on intègre les nouveaux entrants. Et on peut progresser rapidement en investissant beaucoup. On injecte de l'argent pour asseoir les marchés. Alors il y a des progrès, mais le risque est celui du manque de légitimité, parce que tout est entre les mains des politiques et des grosses entreprises. Et évidemment, c'est très vulnérable à l'argument des coûts élevés. Même la loi sur le changement climatique
pourrait être menacée. Donc pour avancer plus vite et plus loin, il faut élargir cette démarche. On ne peut pas laisser la société sur le bord du chemin en lui demandant simplement de payer la facture. Donc il faut créer un espace pour les nouveaux entrants. Ce serait là l'approche Schumpeter. Et il faut également une pression pour faire bouger les politiques. Il y a la campagne du journal The Guardian. Il faut que plus ait voix au chapitre. Eh bien, un large éventail de solutions est encourageant de voir que chacun d'entre vous envisageait des moyens différents de faire agir les politiques. Alors, nous pourrions continuer à parler pendant des heures sans pour autant résoudre certains problèmes bien importants, mais nous n'avons plus le temps. Il ne me reste plus qu'à remercier les membres de ce panel d'avoir bien voulu partager leurs réflexions. Et j'aimerais vous souhaiter à tous une journée très productive alors que vous explorez les différents éléments et aspects de cet espace de solution. Pendant la pause café, vous saurez également échanger sur ces sujets, j'en suis sûre. Et Jean-François, maintenant, un dernier mot. Oui, quelques annonces d'ordre pratique.